Bonjour, je vais donc vous présenter la prise en charge des lymphœdèmes après cancer du sein, en particulier la définition, quelles sont les mesures de prévention éventuelles, quand consulter et les critères de prise en charge du lymphœdème. Alors, le lymphœdème, il existe actuellement 59 000 nouveaux cas de cancer du sein en France et on estime que la fréquence du lymphœdème après traitement comprenant un curage axillaire est de 15 à 20%. Pour la pratique du ganglion sentinelle, la fréquence diminue aux environs de 5 à 6%. Alors, qu'est-ce qu'un lymphœdème? Alors, un lymphœdème, bien sûr, c'est une augmentation du volume du membre supérieur, comme vous pouvez le voir sur la photo ici, avec une répartition parfois anormale au niveau de l'avant-bras, peu importante au niveau du bras, absente ou présente au niveau de la main, donc avec plein de variétés différentes. Qu'est-ce que c'est que le lymphœdème? Lorsqu'on regarde chez la souris un modèle expérimental de lymphœdème, vous voyez ici une striction faite sur la queue de la souris, et nous avons, dans cet article, étudié la l'histologie en distalité après la striction et en proximalité avant la striction. Et qu'est-ce qu'on remarque, sans être spécifiquement anatomopathologiste, c'est que avant la striction, vous avez donc un aspect normal de la queue de souris, et après la striction, on voit apparaître beaucoup de plages blanches ici, comme ici, donc à distance de la striction, qui correspondent en fait à du tissu adipeux. Et donc, ce lymphœdème, dans ce modèle expérimental, est essentiellement fait de tissu adipeux. On remarque aussi que la peau est un petit peu épaissie, c'est moins visible. En tout cas, la majeure partie de ce qu'on voit de l'augmentation de volume est du tissu adipeux. Alors, c'est la souris. Maintenant, chez l'humain, une étude a été faite en 2017 avec le même objectif, mais utilisant l'IRM pour mesurer les trois composantes du lymphœdème, à savoir la composante liquidienne, lymphatique, la lymphe, cette lymphe donc, qui sert à récupérer tout ce qui est passé dans le secteur extravasculaire, qui a fui à partir des capillaires lymphatiques, le collagène, donc cette peau en excédent qu'on appelle parfois la fibrose, et le tissu adipeux, qui là aussi peut augmenter de volume. Alors quand vous regardez ce schéma qui récapitule l'article, qu'est-ce qu'on voit sur la droite? Eh bien, on voit ici le bras atteint par le lymphœdème, ici le bras sain, ici l'avant-bras et là le bras. Et qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, au niveau du bras, donc entre l'épaule et le coude, la partie augmentée de volume est essentiellement due, voire quasiment exclusivement due, à du tissu adipeux, alors qu'en bleu, la partie liquidienne est très minoritaire et très faible. Un peu différemment au niveau de l'avant-bras, vous voyez que le volume augmenté aussi est essentiellement adipeux, mais également hydrique, avec donc dans cette partie-là plus de lymphe accessible au traitement, puisque le traitement va être accessible uniquement sur la composante liquidienne. Et donc, ce qu'on peut voir, donc, il y a une différence entre le bras et l'avant-bras chez une même patiente. Autre élément important, dans ces coupes ici que vous pouvez voir en bas à gauche, la répartition du liquide, de la lymphe, n'est pas homogène sur le bras et touche préférentiellement, comme vous pouvez le voir en coupe radiale, la partie externe de l'avant-bras. Donc on voit bien que le lymphœdème n'est pas une pathologie homogène sur le membre supérieur, également qui n'est pas homogène sur un segment de membre isolé. Alors, autre problème et autre interrogation, ce lymphœdème peut apparaître en post-opératoire immédiat, quelques semaines après, voire quelques années après, voire parfois des dizaines d'années après le traitement du cancer du sein, en sachant que la médiane de survenue, c'est-à-dire que la moitié des femmes qui auront un lymphœdème le développeront avant 2 ans, et la seconde moitié après 2 ans. Alors, la question que tout le monde se pose, c'est pourquoi a-t-on un lymphœdème à traitement identique, à la fois chirurgical, au niveau du curage axillaire ou du traitement complémentaire par chimio ou radiothérapie? A-t-on des femmes qui ont un lymphœdème et d'autres qui n'en ont pas? Eh bien, le principal facteur de risque, c'est le curage ganglionnaire axillaire. Plus le nombre de ganglions enlevés augmente, plus le risque augmente. La radiothérapie externe est également importante, même si elle ne comprend pas le creux axillaire, et si elle comprend seulement le creux susclaviculaire, sous-claviculaire, la chaîne mammaire interne ou le sein, le risque de lymphœdème est supérieur
aux femmes qui n'ont pas reçu de radiothérapie externe, en sachant que la radiothérapie externe est un élément fondamental et indispensable au traitement de la plupart des cancers du sein. Autre facteur de risque, l'obésité lors du cancer du sein. En effet, le fait d'avoir un IMC, donc un rapport entre la taille, entre le poids, soit la taille au carré supérieur à 30, augmente le risque de lymphœdème par 4. De même, maintenant, le surpoids avec un IMC supérieur à 25 augmente aussi, mais plus modérément, le risque de lymphœdème. Autre élément important dans les facteurs de risque, un peu plus récemment mis en évidence, les chimiothérapies, notamment comprendre le taxane en adjuvant, donc c'est-à-dire après la chirurgie, et un élément important, tout à fait récent et intéressant, le fait d'avoir une absence de reconstruction mammaire après une mastectomie est un élément aussi pouvant favoriser les lymphœdèmes. Alors, bien sûr, tout ça, c'est des choses qui ne sont pas maîtrisables, et pour être encore plus dans les éléments non maîtrisables, il faut quand même citer que dans les articles assez récents, eh bien, a été montré que les femmes qui développaient un lymphœdème après cancer du sein avaient des variations génétiques de certains gènes. Et donc, il est probable, pour essayer de comprendre un peu les choses, que, exactement pareil pour ces gènes-là dont je vais vous parler maintenant, qu'il existe une susceptibilité au lymphœdème lorsqu'on fait un traitement comprenant un curare axillaire associé à une radiothérapie. Alors, ces articles-là sont peu nombreux, mais voyez là encore un second qui a été publié, où on montre que des gènes, alors un peu compliqués ceux-là, hein, qui ont des rôles dans l'inflammation tissulaire ou l'anti-inflammation tissulaire, eh bien, ces variations de ces gènes seraient, pas impliquées, je dirais, mais on aurait une influence sur le risque de lymphœdème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la stase lymphatique induite par la chirurgie et la radiothérapie eh bien, pourrait entraîner, dans certaines situations, pour certains patients qui sont sensibles, qui ont des gènes plus sensibles, on va dire, à cette stase lymphatique, eh bien, entraîner donc, une inflammation localisée, entre guillemets, qu'on ne voit pas, bien sûr, hein, qui serait en plus responsable de la survenue d'un lymphœdème. Donc, vous voyez, un peu, c'est intéressant de voir que peut-être un jour, on pourra essayer de savoir les femmes qui sont plus sensibles ou qui sont à risque de lymphœdème par rapport aux autres. Alors, ça, c'est quelque chose qui est un petit peu, bien sûr, un peu récent, un peu moderne. Et puis, par contre, là, je vais vous parler de quelque chose qui est plus classique et plus ancien, notamment tous les conseils que l'on donne aux femmes qui ont été opérées d'un cancer du sein. Vous savez qu'on donne beaucoup de conseils restrictifs, hein, que ce soit de porter des charges lourdes, de faire l'activité physique intensive, d'avoir des prises de sang, de prendre la pression artérielle sur le membre supérieur. Donc, tous ces conseils-là sont des conseils anciens donnés et répétés de façon assez régulière. Et quand on regarde cette étude prospective, eh bien, on voit que tous les conseils habituellement donnés, hein, que ça passe par l'exercice physique en atmosphère chaude, les voyages en avion, les coups de soleil, je passe l'acupuncture, les bleus, les coupures, les piqûres d'insectes, enfin tous ces conseils que parfois on essaye de ne pas donner aux femmes, eh bien finalement tous ces conseils-là n'ont pas d'impact évident sur le risque de survenue d'un lymphœdème, à la différence des facteurs précédents que je vous ai cités. Alors, là-dessus, il y a quand même quelques conseils qui sont plus donnés fréquemment et plus donnés par les soignants, infirmières, médecins ou kinés, qui sont des conseils assez restrictifs et toujours un peu angoissants pour les patientes, notamment, peut-on faire une prise de sang? Peut-on faire une perfusion sur le membre opéré après cancer du sein? Et peut-on prendre la pression artérielle sur le membre? Alors, d'où vient cette idée en particulier pour les prises de sang, pour les prélèvements sanguins et autres prises de sang? Eh bien, dans la littérature, on remarque que dans les années 50, 60, il y avait effectivement des chirurgies très extensives, des radiothérapies qui étaient extrêmement fortes et beaucoup moins bien dosées qu'actuellement, et où on déconseillait, les articles montraient que les piqûres sur le membre qui est homolatéral au cancer du sein, eh bien, entraînaient un risque de lymphœdème. Et puis, quand on regarde la littérature la plus récente, vous voyez ici en bleu, eh bien, soit le risque est maintenant faible, soit il n'y a plus de risque. Et donc, ça a été, avec le progrès de la chirurgie, un conseil qui maintenant devient plutôt obsolète et qu'il ne faut pas donner aux femmes opérées d'un cancer du sein. Pour preuve, en 2015, une étude a été publiée dans JCO, et donc dans une prospective, dans une grande revue de cancérologie, et qui montrait que voyez, les prélèvements sanguins sur le membre homolatéral au cancer du sein
les injections, la prise de pression artérielle ou les voyages en avion, eh bien, n'étaient pas associés à un risque d'augmentation du volume du membre supérieur, et donc que ces conseils-là, qui étaient antérieurement très fréquemment donnés, n'ont plus lieu d'être actuellement. On retrouve simplement que l'infection post-opératoire axillaire du site opératoire, elle, est un facteur de risque de lymphœdème. Alors, dans cette étude-là, donc ça c'est la suite, on retrouve donc le BMI, c'est-à-dire l'IMC, plus de 25 augmentant le risque. Donc je vous parlais de l'obésité, mais le surpoids également est un facteur de risque. ALND, c'est l'Axillary Lymph Node Dissection, donc c'est le curage axillaire qui lui aussi est un facteur de risque par rapport au sentinelle qui est au-dessus, et la chimiothérapie adjuvante. Donc vous voyez, on retrouve les facteurs, j'allais dire classiques, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, quand on regarde effectivement que les patients aient des prises de pression artérielle ou des prélèvements sanguins ou des injections, eh bien, vous voyez qu'on n'observe pas de risque significatif pour cette pratique d'actes sur le membre supérieur. De même, pour les voyages en avion, que les voyages en avion soient présents ou absents, ou même de longue durée ou de courte durée, il n'y a pas de risque spécifique de développer un lymphœdème. Donc, tout ça a fait que la revue Prescrire, en août 2019, donc il y a maintenant un peu plus d'un an, a ressorti dans sa revue des conseils, et les conseils qui sont de bon sens montrent qu'il ne faut pas compliquer inutilement la vie quotidienne des femmes, et que donc, en voyant en rouge encadré en bas, en l'absence de lymphœdème, il ne semble pas préjudiciable d'effectuer des ponctions, injections ou prise de pression artérielle sur le membre supérieur à risque. Donc, il est important maintenant de dire aux femmes de ne pas les stresser, de leur dire voilà, que tout ce qu'on pouvait dire avant, tous ces conseils-là ne sont plus du tout d'actualité compte tenu des données de la littérature les plus récentes. Alors, dans le même ordre d'idée, on avait pendant très longtemps déconseillé aux femmes qui avaient un lymphœdème ou qui avaient été opérées d'un cancer du sein de ne pas porter de charges lourdes avec le membre homolatéral au cancer. Alors, 2 articles sont sortis, l'un en 2009 dans 2 grandes revues américaines internationales anglaises et en 2010, qui montrent que dans cette étude, par la même équipe, que l'haltérophilie encadrée progressive chez les femmes qui avaient un lymphœdème n'était pas délétère sur le lymphœdème, donc c'était quand même quelque chose qui chamboulait un peu les conseils qu'on en est au préalable, en sachant que dans cette étude, les patientes étaient encadrées, ça c'est le point important, et que l'activité était progressive à la fois en intensité et en répétition, et bien sûr guidée par le ressenti des patientes. Cet article, cette même équipe a publié en 2010 un autre article dans le JAMA, où là, c'était des femmes qui avaient été opérées d'un cancer du sein et qui n'avaient pas de lymphœdème, à qui on a fait faire de l'haltérophilie. Alors, je rappelle que dans cette étude, l'haltérophilie était bien sûr progressive, encadrée, mais concernait à la fois les membres supérieurs et les membres inférieurs. Et après un suivi de 1 an, que remarque-t-on? Eh bien, effectivement, que les femmes qui avaient eu une intervention, donc qui avaient eu l'haltérophilie, avaient non pas plus, mais moins de lymphœdème que les patientes qui n'avaient pas suivi ce programme. Donc, ça a été quand même un peu un chamboulement pour tout le monde, que ce port de charge lourde que nous on déconseille très fréquemment était maintenant utilisé comme élément préventif. Et donc, le message est maintenant, oui, on peut utiliser son bras, là encore de façon progressive, avec l'idée de ne pas le déconditionner, de ne pas le démuscler, pour ne pas qu'ensuite le moindre effort aggrave ou agresse le bras homolatéral au cancer du sein. Donc, c'est la musculation qui va prévenir le risque de lymphœdème. Donc, c'est quand même un scoop et une façon de penser totalement différente par rapport à ce qu'on disait avant comme conseil. Alors, bien sûr, il n'y a pas que l'haltérophilie comme sport. Il y a un sport qui est très à la mode, qui a été relancé il y a une vingtaine d'années par les Canadiens, qui s'appelle Dragon Boat, le bateau dragon, où vous avez donc un bateau, une sorte de canoë qui pèse plus de 300 kilos, avec de chaque côté une dizaine de pagayeurs, un barreur et puis un tambourin qui fait le rythme. Et donc, ce sport a été proposé initialement aux femmes opérées d'un cancer du sein, puis aux femmes qui avaient un lymphœdème. Et dans cet article, qu'est-ce que disent les auteurs? Non seulement le lymphœdème n'est pas déclenché par le Dragon Boat, 2, il n'est pas aggravé, mais il pourrait en plus le prévenir. Donc, vous voyez un petit peu l'aversion de tendance en disant que l'activité physique, même intense, peut être tout à fait bénéfique
au risque de lymphœdème. Alors, cette discipline a commencé en France à Reims par les Dragon Ladies qui ont fait la première équipe en France et qui maintenant se développe dans beaucoup de villes avec une course régulière qui s'appelle la Vogalonga et qui se passe à Venise. Ensuite, vous avez d'autres sports encore plus simples au point de vue équipement, notamment la marche nordique, qui a prouvé son intérêt chez les femmes qui avaient été opérées d'un cancer du sein ou voire chez les femmes qui ont un lymphodème. Donc là aussi, le matériel est simple. Il suffit d'avoir des bâtons en carbone et des chaussures adaptées et bien sûr un coach ou un professeur pour vous apprendre les bons gestes. Et donc, pour conclure sur l'activité physique, maintenant, on n'a plus aucun interdit. L'encadrement est nécessaire par les professionnels, car il ne faut pas commencer de façon aberrante et faire, comme on dit, n'importe quoi. Il faut avoir une progressivité à la fois en fréquence et en intensité. Le guider par la patiente en sachant que si le bras est lourd, pesant ou douloureux, il faut revenir au palier antérieur et faire une pause. Et la question qu'on se pose toujours, faut-il porter une compression, c'est-à-dire un manchon, pendant l'activité physique? Si on a un lymphœdème dans cette situation et qu'on porte un manchon habituellement le reste du temps, il y a deux situations. On conseille le port de la compression, mais si l'effort est difficile et pénible avec la compression, eh bien, on conseille aux femmes de l'enlever pendant l'activité physique et bien sûr de la remettre après, comme d'habitude. Donc, voilà un peu le schéma. Donc, une compression si possible, mais en cas de gêne par la compression pendant l'activité physique, on ne fait pas, on peut l'enlever. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire en termes précoces? L'inquiétude et la demande de beaucoup de patients, c'est qu'est-ce qu'on fait si le bras commence à augmenter de volume? On s'en aperçoit visuellement ou parce que les habits, les manches sont un peu plus compliquées à enfiler. Eh bien, la littérature ne répond pas complètement à cette question, mais un groupe, notamment en Suède, très impliqué dans le traitement du lymphœdème, proposait déjà en 2015 que devant un petit lymphœdème, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore volumineux, qu'il est récent, c'est-à-dire récent, ça veut dire qu'il a moins d'un an, ça veut dire que le volume excédentaire est inférieur à 20% par rapport au membre contralatéral, si on comparait les volumes. Eh bien, les drainages lymphatiques manuels ne sont pas l'élément à faire en première intention, parce que ce traitement-là, comme on va le voir après, n'est pas efficace sur le volume et risque de faire perdre du temps et de ne pas empêcher l'aggravation du lymphœdème. Donc, si on a un geste à faire, c'est ce qu'on appelle la compression élastique. Là, il manque l'élastique, ça a été coupé par le copier-coller. Et voire faire des bandages peu élastiques pour réduire le volume le plus possible, en sachant que je vous rappelle qu'on va réduire la partie lymphatique, la partie liquide, mais que si déjà il y a une composante tissulaire, donc de peau ou de tissu adipeux en excès, cette composante tissulaire ne partira pas. Donc autant enlever la partie liquidienne pour empêcher que l'évolution se fasse vers plus de fibrose et plus de tissu adipeux. Donc, première intention, plutôt la compression ou les bandages si on veut réduire le volume. Alors, maintenant qu'on a fait un peu le tour du lymphœdème, en sachant en prévention, en conseil, donc vous avez vu qu'il était maintenant beaucoup plus réduit, quelle est la stratégie pour traiter le lymphœdème? Alors, cette stratégie a été publiée déjà depuis maintenant 9 ans par la HAS en début d'année 2011. Le principe est simple, il y a deux phases de traitement. La phase de réduction du volume, où on va enlever le plus possible la partie mobilisable, c'est-à-dire la lymphe, par des bandages, vous verrez après des photos qui sont faits avec des bandes à allongement court, c'est-à-dire que quand on tire sur la bande, elle ne s'allonge pas, elle s'allonge de moins du double, elle passe par exemple de 5 cm à moins de 10 ou de 10 à moins de 20, disposée sur un capitonnage, vous verrez des photos. Et puis ensuite, la phase de maintien qui va être utile pour stabiliser au long cours le volume du lymphœdème réduit. Et ce maintien au long cours est basé sur des manchons, ce qu'on appelle des compressions, qu'on appelle avant des contentions, avec la pression maximale tolérée pour empêcher que le volume réaugmente. Je précise en dessous que les bandes, d'autres types de bandes, qui sont des bandes adhésives, cohésives, enduites, à allongement long, ou des kits avec des bandes de différentes textures, plus ou moins élastiques, plus ou moins collées, ce qu'on appelle multitypes, ne sont pas indiquées dans le traitement des lymphœdèmes. Donc l'HAS a fait ce rapport-là en 2011 et en 2020, donc tout récemment, en janvier 2020, a réévalué ces indications
Et par rapport à 2010, eh bien, aucune étude clinique nouvelle pertinente avait été réalisée pour modifier les consensus et les recommandations de 2011. Voilà un exemple de l'infodème traité au niveau du membre supérieur. Vous avez donc ici sur la peau un jersey sur lequel on met donc là ici une bande juste soft compress, donc qui est de la mousse qui est enveloppée dans du tissu tissé, mousse que je répète qui est lavable mais qui n'est pas remboursée par l'assurance maladie, sur laquelle la kinésithérapeute dont vous voyez les mains ici va poser une première couche de bande allongement court, donc il s'agit d'une bande Somos ici, qui va être non pas tirée par la main qui est au-dessus, mais qui va être lissée par la main qui est en dessous. Cette main-là va créer une petite vague, comme vous pouvez voir ici au-dessus des doigts, qui va être retendue doucement par la main supérieure. Le but étant de mettre une pression non nulle, mais modérée, car si la main du dessus ici qui tient la bande tire sur la bande, la pression sera trop importante et le bandage sera mal toléré et sera douloureux, en particulier la nuit. Donc un bandage réalisé ne doit pas être douloureux et on ne doit pas le sentir pendant les 24 ou 48 heures où il restera en place. Voilà comment se passe quand le bandage est terminé. Donc c'est assez volumineux, ça paraît important, mais le bras peut bouger et peut être mobilisé, et il faut qu'il le soit avec des activités physiques. Dans le service, il y a des kinésithérapeutes qui font de la gymnastique avec les bandages et des professeurs d'activité physique adaptée qui font faire de la gymnastique également, de l'activité physique avec ces bandages. Le but étant de contracter les muscles, et comme ces bandages sont rigides, eh bien, la contraction va augmenter la pression de façon paroxystique en dessous du bandage et qui va entraîner un drainage endogène de la lymphe. Donc ce traitement, le bandage, c'est la pierre angulaire pour réduire le volume du lymphodème. Donc si on veut réduire le volume, on a le bandage pelastique. Il n'y a pas d'autres techniques actuellement qui permettent de réduire le volume du lymphodème. Alors, le problème que nous avons, c'est que la pratique de ces bandages en ville est peu connue et peu rémunératrice, et donc peu de kinés les pratiquent de façon régulière. Alors, qu'est-ce qu'on fait en pratique dans le service? C'est qu'on a développé depuis maintenant 2011 un programme d'éducation thérapeutique du patient, proposé à chaque patient avec des objectifs, basé donc ce programme sur des ateliers en groupe ou des ateliers individuels, avec des thématiques qui peuvent être la compression élastique, tout savoir sur l'infodème, la théorie des autobandages et bien sûr l'apprentissage des autobandages que l'on conseillera de faire aux patients régulièrement à une fréquence de 3 par semaine la nuit, avec la compression la journée, là encore pour essayer de maintenir le volume réduit et de réduire encore le volume de l'infodème si celui-ci avait augmenté malgré le port de la compression. Donc vous voyez, la compression va stabiliser, on espère au mieux, parfois insuffisamment le volume, et donc le bandage est là pour encore récupérer ou refaire diminuer le volume du lymphodème. Ces ateliers sont bien sûr évalués par les patients eux-mêmes, et les soignants évaluent également les soignants évaluent les patients en termes de technique, en termes de compétences et de connaissances pour être sûr qu'elles sont bien acquises. Donc, un des temps essentiels du programme d'éducation thérapeutique, c'est l'apprentissage des autobandages, parfois de autodrainage. Ça se fait avec un kinésithérapeute. La technique, bien sûr, est simplifiée par rapport aux techniques des kinésithérapeutes, puisque le patient se la fait sur lui-même. On peut les proposer aux patientes seuls, mais également, on propose également à l'entourage, parfois pour aider, pour soutenir la pratique régulière de ces bandages. Quelle est la fréquence à laquelle on conseille les bandages? Comme je vous l'ai dit, 3 par semaine la nuit, voire les patients qui vraiment sont très, très motivés et qui veulent encore diminuer de façon importante leur lymphodème, à un rythme supérieur de 3, 4, voire 5 par semaine. Alors voilà un exemple sur cette diapositive où vous avez donc une kinésithérapeute
face à une patiente donc, qui a un lymphodème du membre supérieur. Et vous voyez donc à côté le matériel et la kinésithérapeute montre, regarde et corrige à chaque étape la pose par la patiente de la bande pour que le geste soit maîtrisé au mieux après. Et donc, ces ateliers, qui peuvent prendre jusqu'à 1 heure parfois, eh bien, peuvent être répétés autant de fois que nécessaire pour que le geste soit très bien maîtrisé. Car quand les patients seront à la maison, elles n'auront plus la possibilité d'avoir des conseils. Donc, il faut vraiment que le geste soit acquis pour la sortie. Donc, on a vu la réduction de volume, on a vu le programme d'éducation thérapeutique, du moins une partie, notamment pour les autobandages, et le troisième versant, maintenant fondamental pour le maintien du volume réduit, c'est la compression élastique. Alors, vous savez qu'on n'appelle plus ça la contention. La contention, c'est un matériel dans lequel il n'y a pas de fil élastique, alors que quand il y a un fil élastique, comme dans ces compressions, dans ces manchons ou dans des bas pour les membres inférieurs qui existent, ça veut dire que ça va comprimer. Donc, dès qu'il y a une présence d'élastique dans le tissu, c'est une compression. Donc, il faut maintenant dire compression, avec ici 3 modèles différents. Le premier, donc ce qu'on appelle un manchon s'arrêtant simple, s'arrêtant au niveau du poignet. Ici en haut à droite, un manchon avec main tenante. Et ici, vous avez un gantelet court, donc s'arrêtant à la moitié de l'avant-bras, comprenant les doigts. Donc, vous avez 3 types de compression. Qu'est-ce qu'il faut savoir? On préfère prescrire ceux qui sont en haut à droite, puisque le risque avec les manchons s'arrêtant au niveau du poignet, c'est que la main gonfle. Donc, la main qui ne gonflait pas ou peu gonfle beaucoup plus, ce qui incite la patiente à ne plus porter la compression élastique, en disant qu'il y a une aggravation du lymphodème. Donc, on préfère la compression du haut à droite, en disant secondairement, si la main ne gonfle plus, alors on pourra faire un manchon ne prenant pas la main. Pour le cas du gantelet que vous avez en dessous, ces gantelets donc, sont beaucoup plus contraignants et sont vraiment prescrits lorsque les patientes souhaitent vraiment avoir une compression comprenant la main, mais également les doigts. Donc, c'est plus rarement utilisé, c'est très efficace. Là encore, comme pour les bandes, il y a un reste à charge important, puisque le prix de vente dépasse le prix de remboursement de l'assurance maladie, même lorsqu'on est à 100%. Et ce prix est encore plus élevé pour les gantelets, qui sont beaucoup plus sophistiqués et beaucoup plus techniquement beaucoup plus difficiles à faire. Donc, ces compressions-là, elles sont toutes sur mesure. C'est un point dont je vous parlerai après, mais qui est fondamental, puisque aucun membre n'est identique. La morphologie, bien sûr, est différente. Donc, ce sont des orthèses qu'on appelle des orthèses, des matériels sur mesure. Il faut avoir des classes élevées, puisque vous savez qu'il existe 4 classes de compression en France. La classe 1 allant de 10 à 15 mm de mercure, la classe 2 de 15 à 20, la classe 3 de 20 à 36 et la classe 4 plus de 36. Pour le lymphodème, quel qu'il soit, il faut commencer par une classe 3, donc de 20 à 36, voire mettre une classe 4, car si la pression est insuffisante, eh bien, vous n'aurez pas d'efficacité satisfaisante et le membre, le bras, peut augmenter de volume malgré la compression. Donc, il faut beaucoup serrer pour arriver à avoir un bénéfice qui se maintient. D'autre part, ces compressions doivent être remplacées tous les 3-4 mois, car elles perdent leur efficacité. Donc, une compression qui est gardée pendant 6 à 8 mois sera très facile à enfiler, certes, mais n'aura plus le même effet de rétraction et de compression, et donc le membre supérieur peut reprendre du volume malgré une compression élastique portée, mais non remplacée. Donc, cette compression élastique, pour résumer, est indispensable pour maintenir le volume réduit. Il faut bien sûr la porter tous les jours, du matin au soir. Dès qu'on ne la porte pas une journée ou 2 ou 3, le risque, c'est que le membre augmente de volume et qu'on ne rentre plus dans la compression. Et donc, on aura après à reprendre à nouveau les bandages pour réduire le volume. Et on sera un petit peu à courir derrière le lymphodème. Il faut bien sûr que les patients soient motivés, mais également les soignants, pour être convaincants et faire porter cette compression qui parfois est compliquée à porter, notamment lorsqu'il fait chaud. Mais c'est dans ces périodes-là où les lymphodèmes augmentent de volume, donc il faut plus porter presque la compression quand il fait chaud que quand il fait froid, si on avait à comparer. Bien sûr, il faut du sur-mesure,
Et donc, pour avoir du sur-mesure, on vous conseille d'avoir un référent, soit pharmacien orthopédiste, soit un orthésiste habitué aux prises de mesure et surtout habitué à délivrer les produits en sachant que la prise de mesure est différente suivant les marques. Donc, la connaissance de l'orthésiste ou du pharmacien orthopédiste est indispensable pour adapter à chaque prise de mesure, à chaque marque, pour être certain que la compression arrive adaptée et ne soit pas trop petite, trop grande, trop courte ou trop longue, et sera donc non portée. Je vous rappelle donc la force de pression est importante, hein, forcément pour pouvoir avoir un lymphœdème qui est bien maîtrisé, et n'oubliez surtout pas le changement de compression régulier pour éviter la perte d'efficacité après quelques mois. Donc voilà un petit peu le schéma de traitement du lymphœdème. Je réduis et je maintiens. Maintenant, je vous parle quand même d'une chose importante à connaître, qui est la principale complication, qui s'appelle l'érésipèle. Alors l'érésipèle maintenant a changé de nom. Ça a été longtemps appelé lymphangite à tort, hein, qui était une pathologie un peu différente, donc c'est l'érésipèle. Et maintenant, l'érésipèle est appelé par les médecins une dermo-hypodermite bactérienne non nécrosante. Donc c'est beaucoup plus compliqué à se rappeler. Comment se manifeste cette érésipèle, que vous pouvez voir ici donc sur le bras essentiellement, un peu sur l'avant-bras, et pouvant également toucher le sein? Eh bien, les signes cliniques d'érésipèle, en sachant que le lymphœdème augmente ce risque d'érésipèle par 70, avec des formes récidivantes, la clinique, c'est d'abord et avant tout de la fièvre. L'érésipèle, ce n'est pas un bras rouge et chaud douloureux, c'est d'abord de la fièvre, de survenue très brutale, comme un coup de tonnerre d'un moment à l'autre. Cette fièvre est très élevée, peut dépasser les 40, les 41. Elle s'accompagne de frissons, parfois de tremblements, elle s'accompagne parfois de vomissements, parfois de troubles digestifs, faisant à tort évoquer une autre pathologie type gastro-entérite. Donc c'est un tableau clinique systémique, hein, c'est d'abord violent. Ensuite, les signes cliniques sont le membre rouge, chaud, douloureux. Donc ça veut dire que le bras commence à rougir de façon globale, plus ou moins par plaques. Ces plaques peuvent fusionner. Ça peut toucher le sein, comme je vous ai montré avant. Et ça peut s'étendre un peu localement. Et surtout, ça va être comme un coup de soleil. La peau va être douloureuse. Ça veut dire que ça va être tout ce qu'on va pouvoir mettre dessus va être insupportable. Ça va augmenter de volume de façon parfois très importante. Et donc, vous avez les trois éléments, rougeur, chaleur, douleur, augmentation de volume. Et parfois, on peut rajouter la peur, hein, parce que c'est quelque chose qui peut survenir parfois la nuit, brutalement, et donc qui peut être, si on n'est pas prévenu et pas formé et pas informé sur le risque d'érésipèle, très surprenant et un peu inquiétant. Sachant que l'érésipèle est très, très rarement grave, mais peut faire un tableau clinique bruyant. Qu'est-ce qu'on appelle une porte d'entrée? Eh bien, on appelle une porte d'entrée l'endroit où la peau il y aura une effraction cutanée, hein. Ça peut être une griffure de chat, ça peut être une piqûre de rosier, ça peut être une coupure avec un couteau de cuisine, ça peut être une piqûre de moustique, ça peut être une peau qu'on s'arrache à la base des ongles, ou vraiment, ça peut être très, très modéré et ça peut entraîner donc une porte d'entrée où la bactérie, bactérie qui est un streptocoque, qui va aller rentrer dans la peau et infecter les résipèles, le lymphœdème. Le traitement est très bien codifié, il est simple. Donc, c'est 7 jours de traitement. Ça a été réduit récemment, soit à base d'amoxicilline, donc c'est une pénicilline classique ancienne, 3 grammes par jour, surtout en 3 prises, c'est important de le préciser, 1 gramme matin, midi et soir, ou la piostacine, qui est un médicament qui est essentiellement disponible en France, dont la formule est pristinamycine, là encore 3 grammes par jour, 1 gramme matin, midi et soir, parfois avec une tolérance digestive moyenne, voire médiocre. Là encore, le traitement est de 7 jours, donc c'est l'un ou l'autre. Comment ça se passe sur le plan clinique? Bien, sur le plan clinique, la fièvre disparaît en 48 heures. La rougeur peut disparaître en 7 jours, parfois un peu plus, et le volume, qui a augmenté pendant l'épisode infectieux, eh bien, peut mettre des semaines à retrouver son volume antérieur. Alors, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait avec le traitement pendant les résipèles? Eh bien, la réponse est très simple. L'idéal, c'est de pouvoir faire des bandages pour réduire le volume ou de porter la compression élastique pour stabiliser le volume au maximum. Mais malheureusement, la tolérance, compte tenu du bras rouge, chaud, douloureux,
parfois comme un coup de soleil, est médiocre, eh bien, il faut conseiller de refaire un traitement le plus vite possible dès que la tolérance sera bonne. C'est-à-dire que parfois, les patientes peuvent faire un bandage dès le soir de l'érésipèle ou le lendemain, reporter le manchon si le bras n'a pas trop augmenté de volume. Donc, vite traiter le plus vite possible le volume, le lymphodème, comme avant, en sachant que le facteur limitant, comme je vous l'ai dit, est la tolérance. Il y a des femmes qui ont des érésipèles récidivants. Il faut savoir qu'environ 40% des femmes qui ont un lymphodème auront dans leur vie un érésipèle, donc 60% n'en auront pas. Certaines en ont plusieurs fois, 2, 3, 4, 5, 10 fois dans leur vie. Et on considère que lorsqu'on a eu 2 érésipèles, 2 ou 3 dans l'année, dans les 12 mois précédents, eh bien, on peut bénéficier d'une prophylaxie antibiotique dont il existe 2 formes différentes. Une forme intramusculaire que je vous ai mise, la basatine, pénicilline, toutes les 2 semaines en intramusculaire, prophylaxie qui marche bien. Parfois, il y a quelques douleurs au point de ponction. Et une forme orale qui s'appelle l'Auraciline, qu'on prend matin et soir. Là aussi, il faut prendre 2 prises, une fois matin et soir, parce que le médicament est mal absorbé au niveau digestif, avec un traitement dont la durée n'est pas fixée, mais tant qu'on maintient ce traitement, eh bien, on a une efficacité. Le risque, c'est qu'à l'arrêt du traitement, après 1 an, 2 ans, eh bien, vous avez les érésipèles qui réapparaissent. Donc, je vous ai mis là aussi, en février 2019, les recommandations HAS. Vous voyez, donc la DHBNN, c'est l'érésipèle. Donc, la hypodermite bactérienne non nécrosante, la dose d'amoxicilline, la pristinamycine, parfois la clalamycine, qui est un médicament qu'on utilisait moins en France, mais qui est un médicament plutôt utilisé dans les pays anglo-saxons. Et donc, vous voyez ici, la basatine pénicilline ou la pénicilline V, qui est l'Auraciline Péros. Alors, maintenant, on arrive à un point qui est un peu le point le plus classique en termes de prise en charge, donc qui sont les drainages lymphatiques manuels, dont je vous parle exprès à la fin. Qu'est-ce qu'on en sait actuellement? Actuellement, ce qu'on sait, c'est que lorsqu'on essaye de faire des prophylaxies de lymphodème par les drainages, il n'y a pas d'efficacité. Donc, faut-il prescrire des drainages lymphatiques manuels en prévention d'un lymphodème? La réponse est non, ça ne fonctionne pas, ce n'est pas efficace, comme cette revue Cochrane, publiée en 2015, l'avait montré. Il n'y a pas de papier, d'articles plus récents sur le sujet qui ont fait changer les conclusions. Donc, vous voyez, on ne peut pas affirmer de façon certaine l'efficacité des interventions qui comprennent des drainages lymphatiques manuels. LND, c'est Manual Lymphatic Drainage. Donc, vous voyez, pas de prévention par les drainages. Maintenant, est-ce que les femmes qui ont un lymphodème peuvent avoir des drainages lymphatiques manuels? Là aussi, la réponse est un petit peu atténuée. Les drainages, bien sûr, sont safe et pourraient apporter un bénéfice en plus des bandages dont je vous ai parlé. Et surtout, ils pourraient être actifs chez les patients qui ont un petit lymphodème, un lymphodème modéré. Et dès que le lymphodème est supérieur à 20%, comme je vous l'ai dit, on n'a plus beaucoup d'effets. Donc là aussi, peut-être que sur un petit lymphodème, les drainages précédant le bandage peuvent être utiles par rapport au bandage seul. Alors, dans quel cas on peut les utiliser? Alors, ce qui est sûr, c'est que avec les bandages, je viens de vous en parler, ça peut être utile pour avoir un petit effet synergique. Ils sont utiles dans les lymphodèmes proximaux, notamment le sein ou le thorax où la compression est impossible. Donc, en phase intensive, avant les bandages, on peut les considérer comme utiles. Et en phase d'entretien, c'est-à-dire au long cours, ils sont facultatifs et donc dépendent un petit peu du ressenti de la patiente, si elle y trouve un bénéfice ou pas. En tout cas, il ne faut pas mettre les drainages à la place de la compression ou des bandages plastiques, qui sont les 2 pierres angulaires du traitement. Et bien sûr, il y a pas mal de techniques de drainage, comme je vous ai marqué à la fin, avec différentes détails, on va dire, qui les différencient. Toutes ces méthodes-là n'ont jamais été comparées entre elles, donc on ne peut pas dire qu'une technique est mieux que d'autres, en sachant que dans les articles qui ont analysé la littérature, il y avait plusieurs techniques différentes. On n'a pas l'impression qu'il y ait des différences en termes d'efficacité entre les techniques proposées. Alors,
finalement, comment peut-on prévenir le lymphœdème? Eh bien, qu'est-ce qui nous reste en pratique? Il nous reste essentiellement le poids. Donc, vous voyez un peu entre la pression, les précautions pour le membre supérieur, parfois en levant le membre, éviter les voyages en avion, les exercices vigoureux, eh bien, il ne nous reste que le poids. Et je pense que si on a un conseil à donner aux femmes opérées du sein, c'est maîtriser votre poids, stabilisez-le, bien sûr, avec un suivi diététique, mais également une activité physique adaptée. Donc, je pense que l'activité physique rentre dans ce cadre-là. Donc, c'est vraiment le point essentiel qu'il faut essayer de faire passer auprès des patientes. Et le deuxième message que je n'ai pas marqué ici, c'est maintenir une mobilité de l'épaule normale. Et ça, là encore, l'activité physique adaptée peut être un élément essentiel au maintien de cette épaule normale, en sachant que, je ne vous en ai pas parlé, mais je vous en redire un petit mot, 25% des femmes ont des problèmes d'épaule à 4 ans après la chirurgie du sein, et donc handicap parfois avec le lymphœdème en plus, la fonction du membre supérieur. Donc il faut absolument être attentif à l'épaule, à ce qu'on appelle le complexe de l'épaule, qui ne comprend bien sûr qu'il n'y a pas que l'épaule, mais il y a aussi l'omoplate, la clavicule, toute la région qui a été partiellement irradiée et opérée. Et donc il faut avoir parfois recours à un kinésithérapeute pour rééduquer l'épaule avec une très bonne efficacité. Et en l'absence d'efficacité après une rééducation bien conduite, eh bien, il faut savoir adresser un rhumatologue, faire des explorations comme une IRM de l'épaule et éventuellement traiter spécifiquement la pathologie de l'épaule, en sachant que s'il faut faire des infiltrations de l'épaule, puisqu'il y a une pathologie qui nécessite, on peut tout à fait le faire sur le bras homolatéral au cancer du sein. Alors, pour résumer les indications du traitement, il faut d'abord prendre en compte les attentes objectifs et souhaits des patientes. Est-ce qu'elles veulent diminuer le volume? Est-ce qu'elles veulent stabiliser le volume? Est-ce qu'elles veulent avoir l'objectif de faire quasiment disparaître le lymphœdème si c'est possible parce qu'il n'est pas très gros? Quelle est l'implication qu'elles sont prêtes à mettre pour ce traitement qui sont contraignants, certes efficaces, mais quand même très contraignants? Le premier élément à faire, à prescrire devant lymphœdème débutant, c'est une compression élastique. Donc, compression à prescrire de classe 3, avec main tenante, sur mesure, à renouveler tous 3-4 mois, avec une surveillance de la volumétrie régulière, soit, comme on le voit en bas, médicale, kinésithérapique ou par autosurveillance, en expliquant que la compression va stabiliser les choses. On peut aussi envisager des bandages et une compression si l'objectif premier est de réduire le volume, un lymphœdème volumineux, voire avec une peau très ferme, très dure, où on voit qu'il y a un handicap et une sévérité importante. Le premier temps du traitement, ce sont les bandages plastiques qu'on fait donc sur 1 à 2 semaines pour essayer d'éliminer donc la partie liquidienne et éviter la poursuite de la transformation tissulaire dans ce membre supérieur. Et puis n'oubliez pas qu'il faut aussi prendre en compte les autres problèmes, les douleurs, qui peuvent être des douleurs bien sûr de l'épaule, des douleurs neuropathiques aussi dues à la chimiothérapie, parfois des douleurs post-radiques qu'on peut avoir dans les plexopathies post-radiques des patients irradiés dans les années 80-90, et parfois aussi associé là-dessus un centre du canal carpien avec des douleurs nocturnes. Là encore, le canal carpien peut être investigué par un électromyogramme et peut être opéré à ciel ouvert comme un membre sans lymphœdème. Il n'y a pas de complications particulières. Donc il faut prendre en compte tous les problèmes associés pour améliorer globalement le tableau clinique et la gêne due au lymphœdème. Maintenant, je vais vous parler un tout petit peu d'un élément qui est à la mode, qui est la chirurgie lymphatique, dans laquelle beaucoup de chirurgiens essayent de travailler, l'objectif étant soit de supprimer les tissus lymphatiques atteints, soit de refaire une anatomie normale, soit de contourner un obstacle lymphatique, et bien sûr, tout ça avec comme objectif de diminuer le volume du lymphœdème et éventuellement les complications qui surviennent. Alors, qu'est-ce qu'on sait là-dessus? Cette chirurgie-là, donc la première chirurgie du lymphœdème date de plus de 100 ans, dans 1914, avec notamment des résections tissulaires importantes où on enlevait tout le tissu de toute la peau jusqu'à la ponévrose, avec des complications quand même locales majeures. Et puis plus récemment, un concept beaucoup plus intéressant qui est la liposuction, où l'objectif est d'enlever dans le lymphœdème toute la partie adipeuse qui s'est accumulée
et lorsque la partie liquidienne a été traitée. Donc, il reste que du tissu adipeux. La chirurgie avec liposuction peut être une très bonne idée. Elle est peu pratiquée en France, ça se développe, alors qu'elle est beaucoup pratiquée en Suède par des spécialistes, avec des résultats tout à fait satisfaisants, puisque le membre traité peut retrouver un volume quasi identique à l'autre, mais il y a une condition importante, c'est qu'en post-opératoire, la patiente s'engage à porter pendant plusieurs années une compression élastique, donc un manchon, jour et nuit, de classe 3 ou de classe 4, pour stabiliser les choses. Donc vous voyez, c'est un outil thérapeutique, mais qui n'est pas utilisé seul et qui n'est utilisé que dans ce cas avec une compression élastique forte pour stabiliser le volume. Ensuite, il y a eu des chirurgies dites de reconstruction dont l'objectif était de réparer les vaisseaux lymphatiques, du moins de trouver une solution pour faire drainer mieux la lymphe, avec de façon très anecdotique, parce que non pratiquée en France, les greffes de canaux lymphatiques, et puis plus fréquemment pratiquée, puisque c'est la première chirurgie faite dans le monde, les anastomoses lymphoveineuses, qui consistent à brancher des petites veines, des petites vénules dans un vaisseau lymphatique, de brancher un petit vaisseau lymphatique dans une petite vénule pour faire un shunt et permettre comme ça que la lymphe se draine dans les veines. Alors, beaucoup publié par les Italiens, repris par les techniques microchirurgicales maintenant au Japon, par l'équipe de Koshima, avec des résultats variables d'une équipe à l'autre, en sachant que c'est une thérapeutique qui est peu invasive, mais dont on a du mal à apprécier les résultats en termes de volume. Autre chirurgie et dernière chirurgie, très à la mode actuellement, les transferts tissulaires, et en particulier les transferts ganglionnaires autologues, qui consistent à déplacer des ganglions, par exemple inguinaux, au niveau axillaire, pour espérer refaire un circuit lymphatique physiologique, en sachant que lorsqu'on a enlevé des ganglions pour un curage axillaire et irradié ensuite, les vaisseaux lymphatiques du membre supérieur, du bras, qui vont arriver à ces ganglions, sont abîmés, voire détruits. Donc, on imagine mal que le transfert de ganglions puisse refaire stimuler des vaisseaux lymphatiques qui se reconnecteraient aux ganglions nouvellement apportés, en sachant également que la peau est épaissie, que le gras s'est déposé et qu'il n'est pas certain que ces deux éléments soient réversibles. D'autres techniques que je vous ai marquées ici, plus anecdotiques, ont été aussi proposées, y compris des cellules souches, des autogreffes de cellules souches hématopoïétiques dans le creux axillaire, avec l'idée, là aussi, de recréer, de refaire créer un système lymphatique par ces cellules souches qui auraient proliféré dans un sens lymphatique. Je vous montre ici une chirurgie simple, que l'on fait donc sur la partie proximale du membre, entre le coude et l'épaule, où vous avez ici un excès de tissu adipeux et de peau en excès avec très peu de liquide. Rappelez-vous la première diapo sur l'IRM. Donc là, c'est une chirurgie plastique de brachioplastie qui ne se complique pas l'infection, dont la peau cicatrise normalement et qui permet ensuite de remettre un manchon de façon plus adaptée, plus facile. Et donc, ça permet de gagner sur un paramètre simple qui est le volume, mais qui n'empêche pas la poursuite du traitement par la compression ou par les bandages. Et je vous mets ici donc un article qu'on avait écrit en 2013 avec tous nos patients repris qui avaient été opérés par transfert ganglionnaire et toutes patients confondus, toutes à la fois lymphœdème du membre supérieur, membre inférieur, secondaire ou primaire hors cancer, eh bien, on avait observé 8 patients qui avaient eu un second lymphœdème dans le territoire où on avait pris des ganglions, sans amélioration dans le territoire receveur. Donc, ça nous a quand même un petit peu refroidi devant cette technique-là, avec une absence de résultats objectifs quand on mesure les membres avec le lymphœdème et surtout la survenue d'un second lymphœdème, donc aussi difficile à traiter que le premier. Petite parenthèse sur des techniques qui sont pas alternatives, mais qui sont parfois proposées. Alors, je vous rappelle que les diurétiques sont interdits dans cette indication. Les vénotoniques ne sont pas efficaces. L'acupuncture est possible sur le membre supérieur, mais n'a pas d'efficacité prouvée. L'endermologie, le palpé roulé avec le LPG n'a pas prouvé d'efficacité très nette. La balnéothérapie est utile pour la mobilité de l'épaule, mais peu sur le volume. L'O2 hyperbare a été proposé.
Le laser du creux axillaire pour là aussi essayer de stimuler la néo-lymphangiogenèse et recréer des lymphatiques normaux a été proposé. Et puis, je vous ai montré ici le K-taping avec une photo à droite. Donc, il s'agit de sparadrap collé avec l'objectif de faire circuler mieux la lymphe. Actuellement, il n'y a pas d'études bien faites qui prouvent qu'il y a un intérêt d'utiliser le K-taping seul pour traiter de lymphœdème. Et donc, toutes ces techniques-là ont été soit peu évaluées, soit ne pas montré une franche efficacité. Alors, pour conclure sur les lymphœdèmes du membre supérieur après cancer du sein, c'est une maladie qui est mal connue, qui entraîne bien sûr un handicap physique supplémentaire par rapport à la maladie initiale, le cancer du sein, donc qui rappelle sans arrêt aux patientes qu'elles ont un cancer du sein, y compris parfois lorsqu'elles voulaient le cacher à l'entourage, et où c'est un marqueur de cancer du sein qui nécessite après sans arrêt de réexpliquer ou d'être sujet aux questions de l'entourage, pouvant se compliquer des résipelles, comme vous avez pu voir. C'est une maladie chronique, donc on ne pourra pas faire disparaître ce lymphœdème, donc c'est mal accepté. C'est souvent rejeté parce que la prise en charge n'est pas curative, mais simplement permet de réduire le volume. Et donc, dans ces cas-là, souvent, ce qui se passe, c'est que ce n'est pas traité. Et donc, le risque, c'est que le lymphœdème s'aggrave de plus en plus progressivement jusqu'à avoir un volume très important, où la composante tissulaire est majeure et où on ne voit pas comment, malgré le traitement de réduction, arriver à un bras qui soit un bras à de volume raisonnable. Et n'oubliez pas aussi une chose importante, c'est que la prise en charge est globale. Vous avez vu, dermatologique parfois avec les érésipèles, nutritionnelle avec notamment l'obésité, puisque dans l'accord du service, plus de 35% des patientes sont obèses avec un lymphœdème. Le lymphœdème qui sera encore d'autant plus volumineux puisqu'il sera plus enrichi en gras, donc que la perte de poids peut être efficace sur le volume de lymphœdème. Parfois, la chirurgie est utile, bien sûr. Et je vous ai marqué en dernier une diapositive pour vous résumer un peu la situation avec tous les intervenants nécessaires pour le patient, qu'on passe de kinésithérapeute, l'orthésiste, le pédicure, ça c'est pour les membres inférieurs, l'infirmière, la psychologue, parce que souvent le vécu est difficile avec le lymphœdème, nutritionniste, diététicienne éventuellement, les médecins, les oncologues dans les formes bien sûr, comme on voit, post-cancer, les patients qui sont regroupés en association et parfois le plasticien. Donc, vous voyez, il faut vraiment une équipe, j'allais dire, polyvalente pour arriver à s'occuper de toutes les dimensions des patientes et permettre de stabiliser, de réduire le volume au maximum, l'objectif étant d'avoir le moins possible de retentissement sur la vie et d'améliorer, dans la mesure du possible, la qualité de vie. Voilà, je ne sais pas si vous êtes nombreux à être connectés. En tout cas, ce que je ferai, c'est que je vais